Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour entrer pleinement dans cette œuvre qui est Gargantua. Cependant, si nous allons aborder dans un premier temps le prologue, puis l'enfance et l'éducation de Gargantua, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à aller lire les textes mis à disposition qui se rapportent à ces passages, puisque pour en comprendre toute la complexité, toute la subtilité, et pour saisir les éléments que nous allons aborder ensemble, rien ne vaut une lecture préalable de ces éléments. Le prologue donc, pour commencer, est intéressant parce qu'il fait suite au titre et sous-titre qui relie le texte à venir au premier récit de Rabelais, à savoir Pantagruel, et parce qu'il fait suite à l'avis au lecteur, qui place la lecture sous le signe du rire, parce que le rire est le propre de l'homme, rappelez-vous-en. Le prologue, cependant, prépare la lecture et précise le projet de l'écriture rabelaisienne. On va plus loin, finalement, que ce simple avis au lecteur, et on entre déjà pleinement dans le livre en distinguant clairement le lectorat. En effet, ce prologue établit un pacte de lecture. Rabelais s'adresse directement à son lecteur, apostrophe directement son lecteur, en établissant un lien, un véritable discours, notamment par la répétition du pronom « vous » qui revient à plusieurs reprises. Il ancre véritablement le prologue dans une adresse directe qui précède l'entrée de la lecture. Et cette communication est intéressante parce qu'elle lui permet de dresser le portrait du lectorat idéal. D'où l'utilisation notamment d'un pluriel généralisant qui permet d'étendre justement ce lectorat au maximum. Qu'en est-il de ce lectorat donc? Il s'agit des bons vivants au sens bachique du terme, c'est-à-dire au sens du dieu Bacchus, de Dionysos, dieu du vin et de l'ivresse, comme le sous-entend d'ailleurs les noms buveurs vérolés qui interviennent un peu plus loin dans le passage. Il s'agit de personnes qui aiment le vin, qui aiment l'ivresse, qui aiment le sexe, puisque la vérole, c'est une maladie sexuellement transmissible, et qui renvoie donc à des personnages qui sont prêts à entrer pleinement, à se réjouir de tout ce dont on peut se réjouir, à rire de tout ce dont on peut rire, par opposition à tous ceux qui ne seraient pas assez ouverts d'esprit pour apprécier l'œuvre. Et c'est important parce que tout autre type de lecteur est exclu. La tournure présentative et exclusive au début du texte est assez révélatrice de ce point de vue-là. C'est à vous et personne d'autre qu'il s'adresse. Et d'ailleurs, cette même restriction sera visible notamment à l'entrée de l'abbaye de Thélème, dont nous reparlerons plus tard, puisqu'on précise à cet endroit-là qui est autorisé à entrer et qui ne l'est pas. Par exemple, les hypocrites, les bigots, tous ceux qui sont trop soumis, trop coincés par la religion, n'ont pas leur place dans ces espaces. Et de la même manière, dans cette œuvre, si vous n'êtes pas un bon vivant, vous n'avez pas de raison de la lire. Vous n'en profiterez pas, vous n'en tirerez rien. Autant passer à autre chose. Et pourtant, c'est une lecture à double sens. En effet, très tôt, on voit apparaître des références culturelles, notamment au texte platonicien, qui permet justement la représentation d'un thème fondamental pour Rabelais. Sous le couvert du titre, qui peut paraître comique, risible, grossier, on a une véritable réflexion pédagogique, intellectuelle, philosophique. Et c'est pour ça que cette référence au banquet de Platon est essentielle. De manière implicite, c'est pas forcément dit de manière évidente, mais ça l'est sous-entendu assez fortement. On a une attente d'un lectorat humaniste, qui connaît les textes antiques, qui est capable de tisser des liens entre les allusions au texte de Platon et l'œuvre de Rabelais, puisqu'il traite notamment de rhétorique, d'amour et d'éducation. Et surtout, un lectorat qui doit être capable de comprendre les énigmes relatives au discours d'Alcibiade. En effet, vous l'avez à un moment, Alcibiade qui exprime un jugement sur son précepteur de manière hyperbolique, en précisant que Socrate est sans doute le prince des philosophes, mais qu'il ressemble aux Silènes. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant puisque ça accentue cette opposition entre le contenant et le contenu. En effet, le contenant, il est fantaisiste, il est insignifiant, alors que le contenu est extrêmement riche, extrêmement précieux. Et c'est ce qui se passe avec les Silènes, c'est ce qui se passe avec Socrate, c'est ce qui se passe également avec cette œuvre qui est Gargantua. Socrate avait un physique assez ingrat, il était réputé pour être relativement laid. Par contre, son esprit était brillant. Et l'enveloppe, donc, n'est pas à la hauteur de l'esprit. C'est d'ailleurs ce qu'on voit dans cette opposition prince des philosophes
et d'un autre côté, il avait l'allure d'un fou. La folie dont est taxé Socrate, c'est tout simplement une inadaptation à la société. Parce qu'il était peut-être trop intelligent, trop intellectuel pour le monde qui l'entourait. Et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs justement avec ces silènes, puisque on va, quand on parle de silène, désigner une boîte dont l'apparence est un peu fantaisiste, pas forcément la plus intéressante qui soit, mais dont le contenu est extrêmement riche. Donc cette opposition entre apparence et contenu réel, valeur réelle, qualité réelle, est extrêmement importante, puisque on peut l'appliquer à Socrate, on peut l'appliquer aux silènes, on pourra également l'appliquer à l'œuvre même de Rabelais. En effet, l'énigme du prologue invite à prolonger la réflexion sur les enjeux même du texte, en se posant cette question qui s'adresse au lecteur, mais qui s'adresse également à vous, qui êtes lecteur de cette œuvre, à quoi va aboutir ce prélude? On a une véritable réflexion sur l'utilité du titre du livre qui ne reflète pas le contenu. Et d'ailleurs sont évoqués plusieurs éléments, à l'image de la dignité de Braguette ou des pois au lard assaisonnés d'un commentaire, qui montrent bel et bien cet écart qui existe entre le contenu qui est souvent beaucoup plus poussé, beaucoup plus intéressant, et le titre qui peut paraître assez frivole, assez léger. Derrière le rire se cache une véritable réflexion. Le livre devient silène, et derrière le rire apparent se cache un message beaucoup plus profond, qui nécessite un examen, qui nécessite une réflexion. D'une certaine manière, vous l'aurez compris, l'habit ne fait pas le moine. Le titre du livre ne fait pas la valeur du livre. Au contraire. Et c'est pour ça qu'il convient d'être méfiant et attentif. Rabelais invite véritablement ses lecteurs à être méfiants, à soigneusement peser le sens de chaque mot, le sens de chaque phrase, puisque ces éléments dépassent le sens littéral. Il s'agit d'interpréter pour toucher au sens transcendant, à la véritable valeur de ce récit. Rabelais renouvelle cette opposition entre contenu et contenant sur un mode beaucoup plus trivial à travers cette idée de substantifique moelle. C'est quelque chose de très important, autant finalement que cette tournure, le rire le propre de l'homme. Dénicher la substantifique moelle, c'est aller chercher ce qu'il y a au cœur de l'os, au cœur du livre, ce qu'il y a de plus précieux, ce qui a le plus de valeur. On entre dans une véritable quête où on doit finalement aller au-delà de l'apparence pour aller chercher ce qui compte véritablement à l'intérieur. Donc il s'agit véritablement d'une lecture dont le projet apparaît un peu comme initiatique, même si l'auteur prend des précautions en parlant plutôt de potentiel que de réalisation. C'est une œuvre qui présente beaucoup de possibilités et qui invite le lecteur à pousser sa réflexion, à devenir plus avisé, plus vertueux grâce à la lecture. Mais c'est aussi une lecture qui est pleine de rire, pleine de sous-entendus et de choses beaucoup plus évidentes, qui, si elle amène à la philosophie, amène aussi au plaisir, au rire et au lâcher-prise. Donc on a véritablement ces deux aspects qui sont importants. C'est pour ça qu'on parle de lecture à double sens. Et c'est pour ça qu'on doit faire cette lecture de manière méfiante et attentive, tout simplement parce que on a une apparence qui relève de la simplicité, qui relève du rire, et un contenu qui est beaucoup plus sensé, beaucoup plus intéressant qu'il n'y paraît. Voilà ce que nous pouvions dire du prologue. Revenons maintenant quelques instants sur le deuxième extrait que nous allons aborder, enfance et éducation. C'est intéressant parce qu'on parle ici de véritable réhabilitation du corps. En effet, de 3 à 5 ans, les parents de Gargantua ne lui imposent pas de limite. Il boit, il mange, il dort, il court après les papillons, il se roule dans les ordures, selon son bon plaisir. Gargantua, à un moment, se fait offrir un cheval de bois pour qu'il devienne un bon cavalier. On peut déjà rire à ce moment-là de la pertinence de cette offre. Et il va, à maintes reprises, jouer avec ses chevaux, se moquer, plus ou moins intentionnellement, des gens qui l'entourent, paraître d'une certaine manière tantôt comme un sot, tantôt comme un vif d'esprit, comme en témoigne d'ailleurs l'épisode du torche-cul,
dans lequel il va discuter avec son père et lui présenter le fruit de sa réflexion, quel est le meilleur moyen de s'essuyer les fesses après s'être soulagé. Il a testé une grande diversité d'objets et il arrive à cette conclusion assez particulière que finalement, le meilleur moyen de se torcher le cul, c'est d'utiliser un oisillon bien duveteux, à condition de lui tenir la tête entre les jambes. Et de cette manière-là, le duvet sera forcément très agréable, et la chaleur de l'oisillon va se transmettre à tous les boyaux et jusqu'au cerveau. Donc une réflexion qui peut paraître assez triviale, assez peu pertinente de notre point de vue, mais qui est intéressante parce qu'à cet âge-là, on a déjà une réflexion, une recherche au niveau du corps, au niveau du confort, qui n'est pas sans intérêt, et qui témoigne d'une certaine vivacité d'esprit. Donc le comportement de Gargantua, le comportement même de courir et de suivre ses instincts, fait partie intégrante des idées notamment défendues par Erasme, incite finalement à ne pas négliger l'éducation corporelle, l'instruction du petit enfant. Néanmoins, il témoigne aussi de l'émerveillement de Rabelais face au corps humain. Et devant l'intelligence de son fils, Grangousier va décider de lui donner des précepteurs, notamment un sophiste réputé, Tubal Holoferne. Ce dernier va lui apprendre à réciter par cœur, à l'endroit et à l'envers, le savoir scolastique, donc les textes du Moyen-Âge. Et très rapidement, Grangousier va constater que son fils est en train de s'abrutir, puisqu'il n'apprend que des choses qui ne lui servent à rien, qui ne l'amènent à aucune réflexion. Et le grand représentant de ces maîtres scolastiques qui ne mènent à rien, ce sera Janotus de Bragmardo, dont nous allons reparler d'ici quelques instants. Donc Grangousier, constatant que son fils n'apprend rien, qu'il devient même stupide, alors qu'il avait tant de potentiel, va interroger autour de lui des gens qui pourraient l'aider, et ces gens vont lui conseiller Ponocrate, un précepteur humaniste. Ponocrate est déjà le maître de Démon, l'un de ses élèves, qui va témoigner de tout son talent devant Gargantua en faisant l'éloge de Gargantua. Et à la fin de cet éloge, Gargantua va fondre en larmes parce qu'il n'est pas capable de faire à une telle perfection ce qu'a fait Eudémon. Et à partir de là, donc, c'est Ponocrate qui va prendre la relève et assurer l'éducation de Gargantua. Ensemble, ils vont partir à Paris, à cheval. Gargantua aura reçu un cheval du roi de Numidie, un cheval énorme. Et grâce à cette offrande, donc, ils vont parcourir les terres et se rendre jusqu'à Paris pour étudier à Paris et savoir comment étudient les humanistes parisiens. Sur la route, la jument va chasser des mouches, avec sa queue va dévaster des forêts entières, créant de nouvelles plaines, créant de manière ironique des régions dont on connaît encore le nom aujourd'hui, la Beauce par exemple. Selon l'étymologie fantaisiste de Rabelais, ce serait tout simplement parce que Gargantua se serait exclamé « Je trouve beau c'est-à-dire cette région, la Beauce, etc. » Donc peu importe, ces aventures vont être l'occasion déjà de la découverte, d'une découverte géographique, d'une expérience au niveau des déplacements, au niveau du quotidien de chacun. Et une fois Gargantua arrivé à Paris, il va susciter forcément la curiosité de beaucoup de ses habitants. Et il va donc se réfugier sur les tours de Notre-Dame. En voyant que ça ne suffit pas à disperser la foule, il va leur pisser dessus, tout simplement. Ce qui va contribuer à la noyade de 260 418 Parisiens, sans compter les femmes et les petits-enfants. Ce déluge va donner d'ailleurs lieu à une nouvelle facétie étymologique, puisque les uns jurant en colère, les autres par ri, c'est-à-dire en riant, vont donner ce nom de Paris. Quoi qu'il en soit, après avoir pissé sur tout le monde, il va emporter les cloches de la cathédrale pour les accrocher au cou de sa jument. Et c'est là que Janotus de Bragmardo, le doyen de la Sorbonne, va être amené sur le terrain pour discuter avec Gargantua et le convaincre de rendre les cloches. Vous l'aurez compris, Janotus de Bragmardo est déjà un personnage fondamentalement risible, Bragmardo renvoyant, si vous avez la référence, au Brakmar. Le Brakmar, c'est une épée, mais c'est aussi le membre viril, le sexe. Et donc, on ne s'attend pas forcément à quelque chose de grandiose de sa part. Et le texte que vous pouvez lire en référence à cet élément, la harangue du maître Janotus de Bragmardo,
témoigne de manière assez flagrante de la faiblesse de son raisonnement et du manque de pertinence de son éducation. En effet, dans ce discours, on a vraiment une caricature des maîtres scolastiques et des théologiens de manière générale, puisqu'on a une succession de quintes de tout, de fautes de latin, qui amènent Eudémon et Ponocrate d'ailleurs à rire, à tel point qu'ils pensent même en mourir. Et Janotus demande quelque chose qui a déjà été rendu, puisque de lui-même, sur les conseils, bien évidemment, d'Eudémon et de Ponocrate, Gargantua va rendre les cloches. Donc, Janotus va être persuadé d'avoir réussi, alors qu'il s'est ridiculisé devant tout le monde. Et c'est assez amusant, puisque de retour, justement, à la Sorbonne, il va demander à être payé, et les membres de la Sorbonne vont lui refuser, considérant qu'il a déjà été payé par Gargantua, et puis qu'il n'a pas réussi à faire ce qui lui était demandé, ce qui va entraîner des débats et un procès infini qui va être renvoyé au calende grec, c'est-à-dire qui n'aboutira jamais. Et c'est là que, finalement, vous avez ici cette image de Gargantua au sommet de Notre-Dame, c'est là que l'enseignement humaniste va se mettre en place. En effet, Ponocrate va d'abord observer le comportement de Gargantua afin de comprendre comment il est possible qu'il en soit arrivé là, comment ont procédé ces anciens précepteurs. Avec un régime de vie qui est imposé par le repos, par l'absence d'hygiène, par une nourriture réglée sur l'appétit, donc vous mangez quand vous en avez envie, qui vont à l'encontre des préceptes définis justement par l'humanisme. Et on a une longue liste de jeux auxquels s'adonne le géant, longue liste de jeux de cartes notamment, qui n'apportent absolument rien au personnage. Et à partir de là, le précepteur va décider de purger Gargantua de ses habitudes et va lui inculquer progressivement un nouveau cadre de vie, un nouveau mode de vie qui vise à une éducation complète, encyclopédique et morale, c'est-à-dire qui s'intéresse à tous les domaines, aussi bien physiques qu'intellectuels, qui privilégie également l'exercice physique et un exercice physique régulier, qui contribue à la redécouverte des auteurs grecs et latins, à apprendre l'arithmétique, notamment jouant aux dés et aux cartes, mais aussi la musique, à apprendre la pratique des armes et de la cavalerie, notamment aux côtés de gymnastes, l'écuyer, et qui va contribuer aussi au développement du goût de l'effort, au sens de la justice et à son esprit critique, qui sont des éléments essentiels parce qu'ils permettent le développement d'un bon citoyen responsable et d'un futur roi. Et d'ailleurs, quand le temps restreint les occupations extérieures, il va mener des activités artistiques et artisanales comme la peinture, la métallurgie, écouter des leçons publiques, s'entraîner à l'escrime, s'intéresser à l'herboristerie, sonder les boniments des commerçants, modérer ses repas, etc. Donc on a tout un programme qui, en apparence, est démesuré, mais qui est à la mesure du géant et qui vise à rattraper les 6 décennies qui ont été perdues à cause des scolastiques. En effet, on parle encore d'un enfant, mais 60 années se sont déjà écoulées, 60 années durant lesquelles Gargantua a appris des textes par cœur, à l'endroit et à l'envers, sans autre utilité. Et de cette manière, on va avoir véritablement une perspective humaniste qui est développée, notamment celle qui a été développée et étayée par Erasme, en faveur d'une pédagogie fondée sur la compréhension et le développement des facultés individuelles. Le but, c'est de suivre la progression de son élève et de s'assurer qu'il s'améliore, quoi qu'il arrive. Voilà ce que nous pouvions dire donc de cette partie enfance et éducation. Nous en restons là pour aujourd'hui. Comme toujours, je reste à disposition pour vos questions et je vous souhaite une excellente semaine.